Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. C'est Hervé Chesville à l'antenne, toujours très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. La semaine dernière, j'ai évoqué Aung San Suu Kyi, une femme exceptionnelle, qui défie les généraux birmans depuis 1988. L'essentiel de ces 33 dernières années, elle les a passées dans l'absolue solitude d'une stricte assignation à résidence ou au fond d'une prison. À 76 ans, elle demeure, pour la grande majorité des Birmans, l'icône de la démocratie, malgré toutes les tentatives des militaires pour l'éliminer du jeu politique, et aussi malgré tous les bien-pensants occidentaux qui ne ménagent pas leurs critiques faciles depuis leur bureau ou leur salon climatisé. Cette semaine, je vais évoquer une autre grande dame devenue icône de la démocratie et de la réconciliation dans son pays, Victoire Ingabire Umuhoza, une femme rwandaise de 52 ans, mère de 3 enfants. Cette dame aurait pu continuer à vivre tranquillement aux Pays-Bas, où elle fit ses études supérieures et où, jusqu'en 2009, elle menait une brillante carrière au sein d'une grande société. Cependant, même loin de son pays natal, elle se souciait de la situation qui y prévalait. C'est ainsi qu'elle s'est engagée au sein de l'opposition à la dictature de Paul Kagame, très active au sein de la diaspora rwandaise. En avril 2006, elle fut élue présidente du Front démocratique uni, une plateforme rassemblant tous les mouvements opposés au régime de Kigali. Cet engagement politique croissant l'amena à démissionner de son poste pour tenter d'aller mener le combat pour la démocratie au Rwanda même. Son retour à Kigali en janvier 2010, après 16 années d'exil, marqua le début d'un harcèlement incessant qui tourna à la persécution et qui la conduisit finalement en prison. Quelques jours après son arrivée, elle se rendit au mémorial du génocide, où elle demanda que tous les perpétrateurs de crimes de masse soient traduits en justice, y compris ceux appartenant au pouvoir actuel. Elle osa en outre revendiquer le droit à la mémoire pour toutes les victimes du génocide. Cela lui valut une première arrestation avant d'être libérée le lendemain, tout en étant placée sous contrôle judiciaire, avec interdiction de quitter la capitale. Une campagne fut aussitôt lancée contre elle, l'accusant de négationnisme et de divisionnisme. Elle ne se laissa pas intimider pour autant et poursuivit sa tentative pour se présenter en candidate d'opposition à l'élection présidentielle d'août 2010. Mais sans doute avait-elle sous-estimé la nature profondément liberticide du régime de Kagame. Le dictateur ne pouvait en aucun cas tolérer une opposition véritable et encore moins une voix remettant en cause la version officielle de la tragique histoire récente du pays. Pourtant, Victoire Ingabire ne pouvait pas ignorer le sort réservé aux dissidents et aux opposants. Combien d'hommes politiques, de journalistes ou même de dissidents du parti au pouvoir n'ont-ils pas été liquidés par les tueurs de Kagame, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, depuis 1994? Combien ont été arrêtés et emprisonnés sous l'habituelle accusation de négationnisme ou de divisionnisme? Combien d'étrangers, devenus des témoins gênants, ont payé de leur vie le fait d'en savoir trop sur ce régime et d'avoir tenté d'informer le monde? Je pense en particulier à tous ces missionnaires assassinés par les agents du pouvoir. Se souvient-on du père Claude Simard, tué dans la nuit du 17 au 18 octobre 1994, ou de son compatriote, le père Guy Pinard, abattu alors qu'il célébrait la messe sous le regard horrifié de ses paroissiens le 2 février 1997. Ce missionnaire québécois avait eu le tort de connaître la vérité sur l'assassinat
de 3 humanitaires espagnols de Médecins du Monde, ainsi que sur le massacre de 80 habitants du village où il œuvrait. Je pense également au père Vijeko Kuric, franciscain croate, tué de 7 balles en pleine rue le 31 janvier 1998, et à tant d'autres encore. Ces religieux étrangers, connaissant parfaitement la langue de leurs ouailles, sont considérés avec suspicion par le dictateur Kagame. Si des étrangers peuvent être ainsi supprimés dans l'impunité la plus totale, Victoire Ingabire devait être parfaitement consciente des risques qu'elle prenait en tant que Rwandaise rentrant d'exil pour défier le général président. Sa candidature à l'élection présidentielle ne fut pas validée, mais la justice rwandaise continua cependant à s'acharner sur cette femme courageuse. Après plusieurs mois de résidence surveillée, elle fut jetée en prison le 14 octobre 2010 pour, je cite, « organisation de groupes terroristes ». Paul Kagame, qui avait publiquement annoncé que sa rivale serait arrêtée quelques jours avant qu'elle le soit effectivement, n'a jamais hésité à s'impliquer directement aux côtés de l'accusation. Il a multiplié les allégations mensongères contre cette femme, bien incapable d'y répondre. En octobre 2012, elle fut condamnée à 8 années de prison. Ce n'est que le 15 septembre 2018 qu'elle put sortir de prison avec d'autres prisonniers, dont Kizito Mihigo, à la suite d'une grâce présidentielle intervenue juste avant qu'Emmanuel Macron n'impose la nomination de la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo, à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Mais il s'agissait en fait d'une libération en trompe-l'œil, puisque Victoire Ingabire demeura assignée à résidence, et qu'elle y est encore, et qu'elle est régulièrement convoquée par la police pour de longs et dégradants interrogatoires. Privée de passeport, il lui est impossible de sortir du Rwanda. Ces années d'emprisonnement vêtues d'un pyjama rose, toutes les intimidations et les menaces reçues depuis sa sortie de prison, ainsi que les assassinats de plusieurs de ses collaborateurs, n'ont pas entamé sa farouche détermination à poursuivre son combat pacifique pour le respect des droits de l'homme, l'établissement de la démocratie et aussi pour la réconciliation. Afin de soutenir ce combat, un groupe de femmes rwandaises de la diaspora a créé, en dehors du Rwanda bien sûr, le Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix. Cette organisation décerne chaque année depuis 2012 le prix Victoire Ingabire Umuhoza pour la démocratie et la paix à des personnalités connues pour leur engagement et pour leur contribution en faveur de ces valeurs de démocratie et de paix. L'an passé, j'ai eu l'honneur de faire partie des lauréats 2020 aux côtés du regretté Kizito Mihigo et de 2 chercheurs états-uniens, les professeurs Alan Stam et Christian Davenport. D'après le jury, ce prix récompensait mon engagement passé et présent pour la vérité et pour la démocratie. C'était aussi sans doute lié à mon livre « Rwanda, 25 années de mensonges ». Le 19 juin dernier, 3 femmes ont reçu le prix Victoire Ingabire Umuhoza 2021. Comme en 2020, la cérémonie de remise de prix s'est déroulée sous la forme de visioconférence, du fait de la crise sanitaire du Covid-19 qui interdit les rassemblements. Je voudrais brièvement présenter ces 3 lauréates à nos auditeurs. La première lauréate est Madame Masako Yonekawa, professeure à l'université Tsukuba Gakuin. Elle a travaillé pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, en particulier dans l'Est de la République démocratique du Congo. Au Japon, elle a participé à la fondation de l'association japonaise Rita Congo. C'est également une chercheuse sur les questions des réfugiés, de la paix et des conflits dans la région des Grands Lacs africains, et elle est l'auteure de très nombreuses publications sur ces questions. Dans son discours d'acceptation, cette femme japonaise s'est longuement étendue sur le sort tragique des réfugiés rwandais auxquels elle a tenu à rendre hommage. À la fin de son allocution, la professeure Masako Yonekawa a tenu à dénoncer les gouvernements au Rwanda et dans la région des Grands Lacs
qui ont persécuté, torturé et massacré les réfugiés, alors que les gouvernements étrangers, y compris ceux des pays apportant une aide aux pays de la région, ainsi que les organisations internationales, continuaient à garder le silence. Je la cite. « Il faut faire cesser ces crimes et changer la perception générale que l'on a des réfugiés. C'est pour cela que nous avons besoin de leaders sincères et en qui on peut avoir confiance, tels que Victoire Ingabire, qui se battent pour la démocratie, la paix et les droits de l'homme pour tous les peuples. Si la démocratie et la paix régnaient au Rwanda et dans toute la région des Grands Lacs, il n'y aurait jamais eu d'exode de réfugiés. » Fin de citation. La seconde lauréate est Madame Marie-Béatrice Umutesi. C'est une Rwandaise née en 1959. Une partie de sa famille a été massacrée par le Front patriotique rwandais, l'ancien mouvement rebelle de Paul Kagame, dans le nord du Rwanda. En 1994, comme des millions d'autres Rwandais, elle a dû fuir son pays pour devenir une réfugiée dans le pays voisin, le Zaïre. En 1996, elle a réchappé au massacre de réfugiés Hutus perpétré lors de l'attaque par l'armée du Front patriotique rwandais des camps de réfugiés rwandais situés au Zaïre, avant de se lancer dans une fuite éperdue à travers la grande forêt congolaise, comme des centaines de milliers d'autres réfugiés. Durant cette longue marche de la mort, elle a connu la faim, l'épuisement et le désespoir, avant d'arriver à Mbandaka, à l'autre bout de cet immense pays, sur les rives du fleuve Congo. Réfugiée en Belgique, elle a livré son témoignage dans un livre intitulé « Vivre ou mourir au Zaïre », le vécu d'une réfugiée rwandaise, paru en l'an 2000. Durant son discours, elle a rendu un vibrant hommage au peuple congolais, en déclarant entre autres, je cite, « Je voudrais dédier ce prix au peuple congolais qui souffre depuis 1994 des agressions répétitives des pays voisins, principalement du Rwanda. Rappelons que des millions de Congolais sont morts, des millions de femmes violées et mutilées, des enfants enrôlés de force dans les milices armées, des villages complètement rasés et j'en passe. Tous ces actes barbares sont commis avec l'appui des puissances occidentales qui, pour accéder aux richesses minières du Congo, sont prêts à sacrifier des millions de vies humaines. » Fin de citation. Le témoignage de Marie-Béatrice Umutesi s'est fait particulièrement poignant lorsqu'elle a prononcé ces paroles. Je cite à nouveau. « Beaucoup de mes compagnons d'infortune n'ont pas eu la même chance que moi. La plupart ont été tués par les soldats du FPR. D'autres sont morts d'épuisement, de faim, de maladie. Parmi toutes les personnes que j'ai perdues au Congo, je pense à Zouzou, une petite fille de 8 ans que j'avais recueillie. Elle avait été séparée de ses parents dans la destruction du camp de Kashusha, dans la région de Bukavu. Elle est morte dans le village de Bombenga, à une centaine de kilomètres de la ville de Mbandaka. Elle est morte de faim et d'épuisement. Elle est morte parce que la communauté internationale avait décidé de nous abandonner à notre triste sort, prétextant que nous étions tous des génocidaires. » Fin de citation. Enfin, la troisième lauréate est Madame Espérance Mukashema, directrice et animatrice de la radio RTV Ubumwe. Elle est réfugiée aux Pays-Bas. Cette femme rwandaise est une rescapée du génocide contre les Tutsis, durant lequel son mari a été assassiné le 28 avril 1994. Elle est aussi et surtout le témoin oculaire du massacre qui a coûté la vie à son fils, Richard Sheja, âgé de 8 ans seulement. Ce petit garçon est tombé sous les balles des soldats du FPR, alors qu'il était assis sur les genoux de Monseigneur Gassamboya, l'ancien vicaire général du diocèse de Cap-Gaï. Il faisait partie d'un groupe de prélats et de religieux amenés le jour même au grand séminaire de Gakurazo par des militaires du FPR. Ils furent tous massacrés le 5 juin 1994, jour de la Pentecôte. L'une des victimes était l'archevêque de Kigali, Monseigneur Vincent Nsengiyumva. Les autres étaient Monseigneur Tadé Nsengiyumva, évêque de Cap-Gaï, Monseigneur Joseph
Ruzindana, évêque de Byumba, Monseigneur Gassaboya et une dizaine de prêtres. Ces évêques et ces prêtres avaient pourtant tout fait, des jours durant, pour protéger jusqu'au bout les 35 000 déplacés Tutsis qui campaient à l'évêché de Cap-Gaï. Ils avaient refusé une offre d'évacuation afin de ne pas abandonner ces malheureux terrorisés aux miliciens Hutus. Le petit Richard Sheja, avec sa mère, avait trouvé refuge avec d'autres à Gakurazo. Il était en compagnie des religieux et s'est donc retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, alors que les soldats du FPR, commandés par le major Jackson Kurunziza, il est bon de nommer aussi les assassins, s'apprêtaient à massacrer ces hommes d'église rassemblés dans le réfectoire du séminaire sur ordre, selon certains témoignages, du chef du FPR, le général Paul Kagame. Espérance Mukashema se trouvait dans la pièce voisine de celle où a eu lieu le massacre. Elle a donc tout entendu et presque tout vu. En l'an 2000, elle a dû fuir en Ouganda, car en sa qualité de témoin gênant, sa vie était en danger au Rwanda. Dans son discours d'acceptation, Espérance Mukashema a déclaré, je cite, « Je dédie ce prix tout spécialement à mon fils Sheja, qui a été et reste le moteur de ma lutte pour un Rwanda réconcilié, un Rwanda où la justice règne et s'écrit avec un grand J, un Rwanda sans discrimination, où Hutu, Tutsi, toi, vivent comme des frères et sœurs. Le souvenir de mon fils aîné, Sheja, assassiné par le FPR le 5 juin 1994 à Gakurazo, en même temps que les évêques et autres religieux, est la raison de ma lutte pour la vérité sur le prétexte de la guerre d'octobre et du génocide rwandais. Car, au fur et à mesure que les jours avancent, nous découvrons des choses plus incroyables et plus invraisemblables les unes après les autres. Sheja m'aide à analyser et à comprendre ces choses, ainsi que les enjeux qui se cachent derrière. Il m'aide à encadrer d'amour ses petits frères et sœurs. Passer le temps des larmes pour sa mort. Sheja est devenu ma source d'inspiration pour une société juste. C'est d'autant plus normal que le peu de temps qu'il a vécu sur cette terre, il a connu un Rwanda où Hutu et Tutsi vivaient et partageaient tout. » Fin de citation. Cette cérémonie virtuelle de remise des prix s'est achevée avec l'intervention d'une invitée d'honneur surprise, qui n'était autre que Victoire Ingabire elle-même. Dans une vidéo enregistrée depuis sa résidence surveillée de Kigali, elle a ainsi eu l'opportunité de s'adresser aux lauréates, aux organisatrices de l'événement, ainsi qu'à tous les vidéospectateurs. Voici un court extrait de son discours prononcé en français. Vous avez reçu de multiples attaques à cause de votre bonne et louable initiative de créer le prix qui porte mon nom pour honorer ceux qui se donnent corps, cœur et âme pour que nous puissions écrire une nouvelle page de l'histoire des pays de la région des Grands Lacs d'Afrique. Une nouvelle page qui doit partir de la réalité de ce qu'ont vécu ou vivent toujours les peuples des pays de la région des Grands Lacs d'Afrique. 10 ans viennent de s'écouler, 10 ans de résistance. Tous mes remerciements et mes encouragements au Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix, aux membres du jury que j'aurai hommage pour leur disponibilité et leur engagement pendant toutes ces années. À tous les lauréats qui, malgré les injures et calomnies, continuent à vous battre pour que la vérité triomphe. Je vous remercie. Merci, merci, merci. Je suis très heureux, chers auditeurs, que vous ayez pu, à votre tour, entendre la voix de la grande dame de Kigali, qui incarne, pour des millions de Rwandais, l'espoir d'un Rwanda pacifié, libre et réconcilié avec lui-même et aussi avec ses voisins. Et parmi ses voisins, bien sûr, il y a la République démocratique du Congo, à laquelle je pense particulièrement, puisque le 30 juin 2021, c'est le 61e anniversaire de l'indépendance de ce beau pays.
Bon anniversaire d'indépendance à tous les Congolais. Je vous remercie, chers auditeurs, et je vous dis à la semaine prochaine.